Bonjour à tous et bienvenue dans Come Together, la première émission des pros de la communication du supérieur. Un rendez-vous proposé par l'agence Madame Monsieur en partenariat avec l'ARCES, le réseau national des communicants du supérieur. Et c'est diffusé comme chaque mois ici sur Campus Matin. Au programme aujourd'hui, nos chroniques habituelles, les Actus Com vous seront présentées par Émilie Broust, le kiosque de l'ESR par les équipes RP de Madame Monsieur et enfin le petit oral pour finir l'émission avec une interview en visio d'une personnalité au cœur de l'actu. Et pour débuter tout de suite notre grand débat consacré aujourd'hui au brand content. Vous dépensez des budgets com sans en obtenir les effets escomptés, vous peinez à vous démarquer face au concert des formations concurrentes et vous ne captez pas aujourd'hui encore suffisamment l'attention des étudiants et de leurs parents. Alors est-il temps pour le coup de créer des contenus de marque pour fédérer les candidats autour de vos valeurs? Mettre en place une stratégie de brand content est-elle l'étape clé de vos futurs développements en communication? C'est ce que nous allons tenter de définir et de décrypter dans notre nouveau grand amphi, Jingle. Podcast, web-série, storytelling sur les réseaux sociaux, le déploiement du brand content peut épouser plusieurs formes créatives. En effet, pour compléter leur dispositif de promotion traditionnel et commercial, de plus en plus d'écoles et d'universités misent sur la création de contenu éditorial à forte valeur ajoutée. Quand on sait que des millions de contenus sont publiés et partagés chaque jour, définir une stratégie de contenu efficace et pérenne en adéquation avec l'identité de sa marque est aujourd'hui indispensable. Alors comment peut-on la mettre en place efficacement? C'est ce que nous allons voir avec nos différents invités que je vais vous présenter immédiatement. Tout d'abord, Benoît Elbrun, professeur de marketing à l'ESCP. Bonjour Benoît. Bonjour. À vos côtés, Sandrine Bourguer. Bonjour Sandrine. Bonjour. Vous êtes directrice de la communication à Télécom Sud Paris. Et de l'autre côté de la table, j'ai la chance d'accueillir Ben Pugranier. Ben, vous êtes senior communication manager et porte-parole de Tinder. Et vous êtes là pour nous apporter l'éclairage de notre secteur sur les expériences en brand content. Enchanté, merci de me recevoir. C'est moi qui suis ravi, Ben. Et puis, Émilie suivra les débats, Émilie Broust, qui viendra nous présenter à la fin du débat les actus communication de l'enseignement supérieur. Bonjour. Pour commencer, je vais m'adresser au professeur que j'ai la chance d'avoir à mes côtés pour nous resituer, de nous recadrer le débat. Alors, il y a beaucoup de mots qui circulent. Inbound marketing, brand content, content marketing. Le brand content, c'est le thème de notre émission. Ça se délimite comment? C'est quoi exactement? Le brand content, en fait, ça consiste à raconter une histoire. Mais raconter une histoire, c'est pas uniquement faire du storytelling. On confond souvent le brand content et le storytelling. Et pour moi, la différence, c'est que pour avoir du brand content, il faut qu'il y ait une intrigue, il faut qu'il y ait un problème. Et donc, il faut que la marque s'empare d'un sujet de société ou d'un sujet culturel ou d'un sujet politique. Et c'est là que le problème commence, parce que on est dans un univers en fait qui est relativement consensuel. Il suffit de regarder les sites web, les logos, les signatures de marque. Tout le monde se ressemble un peu. Donc, il faut absolument créer de la différenciation dans un monde relativement consensuel. Et finalement, le discours des écoles consiste très souvent à répéter l'air ambiant, finalement à répéter des problématiques qui traînent dans le discours social. Et donc, toute la question, c'est de savoir comment est-ce qu'on se positionne par rapport à ces sujets, comme par exemple l'inclusivité, jusqu'où on peut aller, qu'est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'on peut prendre position. Voilà, pour moi, ce sont les termes du débat. Donc ce n'est pas promotionnel et ça doit être disruptif, ça doit servir de poil à gratter, ça doit faire avancer le débat. Le problème, c'est qu'il faut être disruptif tout en étant consensuel. Et ça, Ouais, c'est très complexe. compliqué. Et donc, ça veut dire que du coup, il me semble qu'on a tendance à déporter le débat sur la technique et sur le média, à défaut du contenu. Et donc, la question, c'est finalement de savoir de quoi les écoles peuvent-elles parler et quelle est leur légitimité pour s'emparer de ces sujets de société. Sandrine, est-ce que vous rejoignez cette définition et est-ce que dans les démarches que vous avez suivies à Télécom Sud Paris, c'était en tête de vos préoccupations d'avoir des choses à dire et d'être à la fois disruptif et dans les clous? Alors, c'est vrai qu'on a tendance à associer plutôt marketing de contenu au brand content. Pour moi, c'est vraiment des choses différentes. On est plutôt sur du sens, sur une utilité. Et ça doit être relié à la marque. Donc, effectivement,
où est-ce qu'on doit se situer sur des sujets de société, on doit quand même se baser sur nos marques, hein, sur notre identité, ce que l'on fait en Il faut RSE, que ce soit relié sur nos valeurs. à la raison d'être de l'école, de l'université pour laquelle on travaille. Exactement, et c'est là-dessus, effectivement, où on va devoir travailler. Et ça, quelle que soit la mission que l'on identifie. En ce qui nous concerne, on s'est attaché là dernièrement, notamment sur le podcast, sur la partie développement économique. C'est une de nos missions. C'est assez rare de prendre la parole sur cette partie-là. Donc c'était comment on allait s'adresser à notre cible pour se présenter et lui venir un peu en aide. On va revenir sur le descriptif de vos outils et de vos déploiements. Ben, quand vous voyez que le monde de l'enseignement s'interroge de l'utilité d'avoir une démarche brand content, pour vous, ça doit paraître un peu anachronique parce que c'est quelque chose que dans le monde des marques, des marques de grande consommation, on fait plus et depuis plus longtemps. Je ne suis pas sûr. Moi, ce que Benoît a dit, ça me fascine. C'est qu'en fait, je vois véritablement qu'aujourd'hui, il y a un grand écart. Il y a des marques aujourd'hui qui vont travailler leur communication qui va être uniquement promotionnelle et qui n'arrivent pas encore à saisir le pont qu'aller sur un sujet sociétal peut apporter. Moi, quand je suis arrivé chez Tinder et venant d'une grosse entreprise qui était Facebook, j'ai pris une décision qui était de créer ce que j'appelle, moi, un indice d'utilité publique. C'est-à-dire que avant de commencer toute stratégie de communication et de marketing, je me dis, est-ce que cette campagne-là va avoir, en termes d'effet pour ma marque, est-ce qu'elle va pouvoir sensibiliser, informer ou éduquer la population qui utilise mon application et derrière, en ressortir une affinité de marque auprès de Tinder. Donc par exemple, moi, les sujets sur lesquels je travaille avec 50% de membres qui ont entre 18 et 25 ans, je travaille beaucoup sur les violences sexistes et sexuelles, les LGBT-phobies, le sujet du consentement, la vaccination, la lutte contre les violences faites aux femmes avec le gouvernement. Mais en fait, jamais directement de rencontre. Et jamais directement de rencontre, parce que en étant une marque, c'est ce que je disais à Sandrine tout à l'heure, je pourrais en fait dépenser mon budget marketing en faisant des soirées, des parties, mettre des paillettes. Mais je trouve que rien quand vous ouvrez la presse aujourd'hui et les médias le matin, vous voyez très bien l'état des rues dans Paris, vous voyez qu'il y a une division sociétale et que c'est ça aujourd'hui le cœur du débat. Ça doit être comment aujourd'hui les marques peuvent aider les membres ou leurs clients à traverser cette période qui est difficile. Et moi, c'est mon engagement de marque et c'est un engagement qui va continuer depuis des années et on le voit. Je vous donne un exemple concret. Il y a 2 ans, juste en sortie de pandémie, on a fait une campagne dans Tinder avec le gouvernement pour aider les jeunes à trouver un job d'été. Il y avait à peu près 76% en France de travailleurs saisonniers qui étaient recherchés. Et on a fait simplement une campagne qui était dans Tinder. En fait, vous swipez vers la gauche ou vers la droite qui disait « Est-ce que vous êtes en recherche d'un job d'été ?» Si vous swipez vers la droite, vous arrivez sur le site du Gouv, un jeune, une solution, mais job d'été, qui était la section que personne ne connaît. Grâce à ça, on a eu à peu près 1,5 million de jeunes qui ont trouvé un job en 2 semaines. Et c'est presque serviciel, on n'est pas que dans le contenu. C'est pour ça que je vous parle d'indice d'utilité publique, parce que ça doit être la base de votre réflexion. Une fois que vous avez défini votre indice, vous savez que vous êtes ancré dans un sujet sociétal, un moment médiatique, et ensuite le contenu se décline derrière. Et l'histoire de brand content, au final, quand l'idée est bonne, elle se suit. Vous faites juste qu'ajouter des piliers qui peuvent être une association, une célébrité, un influenceur, enfin bref, des canaux. Benoît, s'il y a un domaine, s'il y a un secteur où on se dit qu'on est outillé pour faire du contenu, c'est les écoles et les universités. Il y a des professeurs chercheurs, des référents en tout, des intervenants professionnels. Il y a de quoi construire de la matière et rejoindre l'ambition que définit Ben sur l'utilité générale, l'utilité publique. Alors, théoriquement, oui. Et concrètement, vous savez comme moi que les cordonniers sont les plus mal chaussés. Alors moi, je dois dire que je souscris totalement à ce qu'a dit Ben. Je suis un grand défenseur de la notion d'utilité. Et je pense que la question en fait, que pose ce débat, c'est la question de l'utilité en fait, des écoles. Et je pense que tout discours de brand content doit nécessairement s'articuler sur des actions, sur des comportements. Et l'autre chose, c'est qu'une école ne peut pas non plus s'éparpiller sur 50 problématiques. Alors là, qu'on voit, c'est un média qui prend la parole, donc qui est légitime pour aborder différents sujets. Je ne suis pas sûr qu'une école soit légitime pour aborder plusieurs sujets. Donc autant en fait appliquer la théorie du positionnement, c'est-à-dire choisir une value proposition, une proposition de valeur, et labourer un terrain
même si c'est un terrain étroit, que ça soit la transphobie, que ça soit l'inégalité des rapports hommes-femmes, etc. Et lier ça à des actions. Et c'est exactement finalement ce que font les entreprises avec leurs marques. Hein. Quand on parle de brand purpose, bon, moi j'accompagne pas mal d'entreprises là-dessus, en leur disant que le discours c'est une chose, mais un discours qui n'est pas adossé à des actes n'a absolument aucun sens. Donc en fait, derrière Donc ça... on ne peut pas le créer artificiellement. Il faut déjà regarder ce qu'on a dans le moteur de Légitime. On ne peut pas le créer artificiellement, mais sachant qu'il ne faut pas se voiler la face. On vit à une époque du bullshit. C'est quoi le bullshit? C'est de considérer qu'il n'y a pas de vérité et que je peux dire n'importe quoi. Donc l'enflure du bullshit, qui n'est pas simplement dans le monde éducatif évidemment, c'est le fait que chacun s'autorise à avoir une opinion sur tout et n'importe quoi. Et donc ça veut dire qu'il faut bien distinguer l'opinion et le fait. Et adosser le fait, si possible, à des démarches scientifiques. C'est pour ça qu'il y a des initiatives très intéressantes qui sont faites à Lyon et à Montpellier, mais qui viennent des sciences dures, parce que je pense qu'il y a une différence entre les sciences dures et les sciences sociales, dites sciences molles. Et du coup, l'idée, c'est de s'adosser à un fait, et donc de dire quelque chose qui a du sens, plutôt que de bavasser. Et je pense qu'il y a beaucoup trop de bavardage en fait sur le marché. Donc en fait, on va noyer tout ça parce qu'il y a une multiplication des médias, mais l'outil cache le manque de projet. Et ce qui compte finalement, c'est d'avoir un projet. Où est-ce que j'emmène mes étudiants? Où est-ce que j'emmène mes participants? C'est une question que chaque prof doit se poser quand il rentre dans une salle de cours. Et c'est une question que chaque école devrait se poser. Sandrine, c'est les logiques que vous avez essayé de suivre. Vous avez donc, racontez-nous, vous avez créé un podcast qui voulait être forcément dans cette lignée du brand content. Quel a été votre point de départ? Comment vous l'avez mis en scène? Comment vous l'avez développé? Alors, en fait, les grandes écoles sont plutôt connues, et même les universités, sur la partie enseignement, recherche. Oui. Très peu sur la partie développement économique. Encore moins les écoles d'ingénieurs, pour le coup. Voilà. Et en plus, la recherche, on va voir plutôt le côté fondamental, mais pas du tout la recherche partenariale. Et donc, le but du jeu, c'était de se dire, bon, ben voilà, on sort de la pandémie, le premier confinement. Il y a sans doute des choses à faire pour soutenir l'innovation des entreprises. C'est notre mission en tant qu'école de l'industrie. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour leur être vraiment utile? Donc, on est vraiment sur la partie brand content, on va dire help. Hein. Et là, on va s'attaquer à qu'est-ce qu'ils attendent de nous. Bah déjà, savoir comment on fait de la recherche partenariale. Qu'est-ce que c'est que la recherche partenariale? Qu'est-ce qui prouve qu'on fait de la qualité en recherche partenariale, nous et d'autres? Voilà, on vous donne les lignes de compréhension. Et puis, on va en fait faire parler nos enseignants-chercheurs comme... entre guillemets, des prescripteurs, et de façon à prouver finalement que sur un cas concret, ben voilà comment ça s'est passé. Et on passe à une autre histoire. Mais toujours avec régularité et toujours avec cette passion, puisque ce sont les enseignants qui l'expriment, comment ils font avec une entreprise, une grande, une petite, une PME, une start-up. Alors là, vous avez travaillé évidemment un discours de légitimité par rapport à ce que vous pouviez défendre, mais vous l'avez évoqué, Benoît, et je vous demande de réagir, Ben, sur le déploiement. Ouais. Quand on n'est pas un média ou un site d'application qui parle à des millions de gens chaque jour, faire du brand content, ça devient presque complexe et presque un coup d'épée dans l'eau parce qu'il n'y a pas d'impact. Je ne suis pas sûr, parce qu'en fait, pour moi, les écoles en soi, c'est un média. Elles ont leur fenêtre de communication, ils ont leur site. Si vous prenez juste les couloirs de l'école, pour moi, c'est un canal de communication. Ouais. Et si aujourd'hui, si vous voulez faire, par exemple, du street marketing, vous prenez les marches de l'établissement et vous les transformez. En fait, moi, je suis partisan de... Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises se défendent et se disent « Oh mon Dieu, je ne suis pas un média, je ne peux pas passer un message ». Je trouve que c'est faux. En fait, il y a toujours une manière créative de pouvoir passer un message. Il faut juste ouvrir les yeux. Si vous marchez dans la rue, il y a du guérilla marketing partout. C'est des messages de communication. C'est interdit par la loi, ok, mais c'est fait et ça existe. Et je pense que quand ça a du sens, il faut le faire. Donc je pense que moi, j'utilise la force de Tinder parce que c'est logique. Derrière, il y a un point de vue qui est business, qui est de dire 97% de mon revenu, il vient de la publicité. J'ai 3% d'espace qui est libre, qui vient de l'abonnement, pardon, et 3% d'espace qui est visible pour de la pub. Et cet espace, moi, je l'ai décidé de le donner, gouvernement et association. Et d'ailleurs, ça me rend dingue aujourd'hui quand je vois des marques qui ne s'accolent pas à une association pour pouvoir faire avancer le message. Quand je vois... beaucoup de marques aujourd'hui qui commandent des études à gogo
Alors que si vous prenez une association clé, je prends par exemple sujet des LGBT-phobies, vous travaillez avec SOS Homophobie qui fait un rapport annuel, votre étude, elle est là. Et donc, il y a des... Aujourd'hui, on a tendance un peu à se perdre et se dire c'est très difficile de passer un message parce qu'on est dans une société où l'attention est beaucoup trop demandée. Mais en fait, c'est juste, je pense, à l'acteur de la com derrière de réviser son chemin. Le podcast, on l'a travaillé aussi. Pour Tinder, ça n'a pas très bien fonctionné. Ce qui a fonctionné, c'est qu'on a transformé les pastilles audio dans des contenus sur TikTok, carton. D'accord. Parce que ça correspondait mieux avec notre audience. Donc je trouve que le format long pour les étudiants, c'est brillant. Mais après, comment vous faites la promotion de ce format long dans les couloirs de votre école? La question, je la renvoie un peu. Puisqu'on est une émission, et je vais la poser, puisqu'on est une émission de conseil, quels sont les chemins qu'explorent pas les écoles aujourd'hui, par manque parfois de créativité, par manque d'audace? J'ai devant les yeux depuis un quart d'heure la photo d'un campus qui va être dévoilé en 2024. Je pense que on parle beaucoup des podcasts, on parle beaucoup du discours, on parle beaucoup de l'image, mais n'oublions pas que l'identité visuelle, ça dit des choses. N'oublions pas que l'architecture, ça dit des choses. C'est pour ça que j'ai créé un cours de design à l'ESCP, parce que penser la société de demain, parce qu'il faut dire aussi qu'on se pose la question, parce que ces écoles forment les citoyens de demain, qui seront des gens qui auront le pouvoir. Oui. Et donc, on a quand même l'idée ou l'utopie que ces gens sont des citoyens et qu'ils vont nous emmener vers un monde qu'on estime meilleur. Bon. Donc, je pense que les éléments matériels sont extrêmement importants au-delà du discours qui très souvent va vers le verbiage. Et je vais prendre un exemple, je vais sortir du secteur. Quand vous dites c'est compliqué, il faut du temps. Je prends un exemple. La librairie Mola à Bordeaux, oui. Qui a créé un studio il y a une quinzaine d'années, donc en mettant des moyens considérables, est aujourd'hui l'endroit incontournable pour lancer un livre en France. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas invité chez Mola, ça va être très compliqué de lancer un livre, que ça soit en littérature ou que ça soit un essai. Et regardez les vidéos, même si certaines n'ont que 900 ou 1000 vues, en fait, on est sur du ciblage et en fait, on va considérer que l'auteur a des choses à dire et je ne suis que le porte-parole de gens qui ont une compétence. Donc, voilà pour moi un exemple. Ça veut dire que c'est pas une absence, c'est pas les moyens qui manquent. Non, c'est pas les moyens. C'est pas, c'est juste les idées. Mais c'est les idées. Puis après, bon, y a un problème, il ne faut pas se voiler la face. C'est que, est-ce qu'il y a beaucoup de profs qui ont vraiment des choses à dire sur la société? Parce que il faut que l'école soit représentée par des ambassadeurs. Bon, les ambassadeurs, ça peut être les anciens, ça peut être les profs, ça peut être etc. Mais à partir du moment où on a une hyper spécialisation des collègues et qu'on va leur demander de faire de la recherche sur des micro-sujets, la question c'est, sont-ils encore capables d'avoir une vision panoptique de la société? J'en doute. D'autant plus qu'en brand content, il faut quand même tenir dans la durée. Comme tu disais, il n'y a pas que nous qui produisons du contenu. Nos étudiants, nos clients, nos visiteurs, nos partenaires, tout le monde produit du contenu. La seule chose que nous avons à faire, nous, en communiquant, c'est de créer cette cohérence. Et on est d'accord qu'il manque, vous êtes très précis, cash, mais le manque de moyens, le manque de temps, le manque... Une communauté, il n'y a pas besoin d'avoir de moyens financiers. Et d'unité autour du projet. Non, de courage. En fait, c'est la fin du courage. Aujourd'hui, quand vous sortez un petit peu des clous, tout le monde est là sur ses grands chevaux, mais il y a un moment, il faut dire les choses. On vit dans un monde qui est complexe. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont problématiques. Et qui ose prendre la parole sur ces sujets? Mais vous êtes complètement désabusé sur la politique de communication des écoles. Non, je ne suis pas désabusé, je suis lucide, c'est pas la même chose. C'est une question de dosage. Non, mais si je peux juste rebondir là-dessus, c'est à la question de budget. Moi, il y a un truc qui me fascine, c'est on dit toujours les marques, elles ont d'énormes budgets. Moi, chez Tinder, je travaille avec un budget qui est minime. Ouais, mais... Et je travaille... Non, et en fait, ce que je fais, c'est que je travaille avec les associations. Donc, sur une campagne avec le consentement, là, je travaille avec And The Way et Consentis. Et on réfléchissait ensemble et on se disait, mais en fait, on n'aurait jamais les moyens de produire un gigantesque film publicitaire comme BETC te ferait pour 3 millions. Et on s'est dit, comment on peut faire pour essayer d'éduquer directement les étudiants et les écoles? En fait, j'ai renversé l'idée. Très simple. On fait un concours dans les écoles où l'idée, c'est de produire un TikTok de 15 secondes sur le sujet du consentement. Le meilleur TikTok qui sera posté en taguant Tinder FR remportera une bourse. Pas très cher.
de 2000 balles. Mais c'est surtout ce qui est important. Voilà, et du coup, l'école gagnante, elle a la présence des associations qui vient, forum, éducation sur le sujet, Tour de France sur le sujet. Donc, en fait, c'est encore une question, c'est si vous n'avez pas les moyens ou la créativité pour le faire, utilisez la créativité des autres. Et pour le coup, dans une génération sur TikTok, c'est ça qu'il faut prendre. Et ce qui est très important de ce que dit Ben, c'est qu'on oublie souvent l'intelligence des étudiants et des participants, qui ont en fait souvent beaucoup plus de choses à lire que les profs. Et c'est peut-être là-dessus qu'il faut s'appuyer, surtout que ce sont des gens qui font des choses. Merci, messieurs, madame, d'avoir participé à ce débat. Le temps passe super vite. Et vous étiez super passionnant. Je suis navré d'arrêter ce débat. J'avais encore plein de questions à vous poser. On vous garde avec nous pour la deuxième partie avec Émilie Brousse qui nous présente les actus de l'ESR. C'est tout de suite jingle. Rebonjour Émilie, ravi de vous avoir encore une fois avec nous sur ce plateau pour découvrir les nouveautés de la communication dans l'ESR. Et vous démarrez, je crois, avec un nouveau magazine sur les anciens de l'EM Lyon. Exact, avec Le Fil, le nouveau magazine donc des alumni de l'EM Lyon, un magazine donc, qui s'adresse au réseau de plus de 41 000 diplômés de l'école et aussi à ses étudiants. Alors le nom, Le Fil, pourquoi? Parce que à l'origine, en fait, c'était une école de commerce, mais également de tissage. De tissage, j'allais le dire. Voilà. Et puis le fil, c'est le lien entre les diplômés et l'école. C'est plutôt malin. Donc c'est un magazine en format papier et en format digital de 100 pages. Et j'étais assez étonnée. Alors qu'est-ce qu'on trouve dans ce magazine? Énormément de choses. Des sujets, des dossiers éco. Bon, là, sur les 150 ans, ça date de l'année dernière. Et beaucoup de portraits d'anciens, beaucoup de témoignages, des actualités du réseau, des dossiers économiques, des rencontres avec des professeurs-chercheurs. Je cite la trame de ce magazine, ce sont les histoires de nos alumni, celles de l'enseignement des valeurs de notre école et qui nous unit. C'est un magazine qui sortira 2 fois par an. Grosse ambition. Exact. À l'Université de Strasbourg, on a en fait une nouvelle campagne autour des éco-gestes. Savez-vous ce que veut dire mini-lumé? C'est des néologismes autour des gestes écologiques. Alors c'est plutôt original, même très original, parce que ce sont des nouveaux mots inventés. Alors donc voilà, mini-lumé, réduire l'éclairage artificiel inutile. Donc c'est faire correspondre les éclairages, sensibiliser en fait à ces éco-gestes au travers de nouveaux mots. L'université va présenter ensuite donc des données, des définitions, des chiffres clés en faveur de l'écologie. Il y a également une signature en mode d'action, un hashtag en mode d'action. Et également, elle a un peu changé, elle a mis du bleu à la place du vert, qui est un peu plus reconnaissable. Ça a été composé avec une agence de com, et c'est une campagne qui se veut participative, puisqu'après, tout le monde est amené à donner ses définitions sur les nouveaux mots, et peut-être qu'à la fin, on les retrouvera dans le dictionnaire. Je crois que vous allez les recevoir. Oui, nous les recevrons bientôt dans la prochaine émission, tellement l'initiative nous a intéressés. Oui, exactement. C'est une belle initiative. Enfin, changement de nom avec Centrale Marseille. Alors, les territoires inspirent beaucoup. Pour changer les noms, on l'avait vu l'autre jour avec l'IUT de Belfort. Eh bien, la Centrale Marseille devient donc Centrale Méditerranée. En inaugurant donc le nouveau campus de Nice, Centrale décide de montrer sa dimension qui prend de l'ampleur, puisqu'elle a maintenant 2 campus dans 2 grandes villes de France, et décide de porter le nom Centrale Méditerranée. Ça lui permet donc un peu d'accroître son rayonnement à l'international aussi. Elle a mis également en place une petite vidéo assez sympa en motion design qui reprend l'histoire autour de Marseille, qui raconte donc ce changement de nom. Voilà, c'est une nouvelle identité qui permet de renforcer et sa visibilité et son ancrage territorial. Un changement de nom logique pour qui se déploie en PACA. Exactement, qui ne s'accompagne pas encore d'une nouvelle charte graphique, d'une nouvelle identité. C'est vraiment un changement de nom. Ça me rappelle Euroméditerranée, avant Kedge. C'est ça. C'était l'histoire des marques marseillaises. Exactement. Merci beaucoup, Émilie. De rien. On se retrouve le mois prochain pour de nouvelles actus. On passe tout de suite au kiosque de l'ESR, une revue de presse présentée par les équipes de Madame Monsieur. Jingle. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition du kiosque de l'ESR. On démarre tout de suite avec le dossier spécial de l'Obs consacré à la formation continue. VAE, formation en ligne, dispositif d'immission en conversion. Dans ce dossier, la journaliste Sandrine Chenel a interrogé de nombreux professionnels qui présentent les différents outils à connaître avant de se lancer et reprendre en main sa carrière. Pour le Parisien étudiant, le journaliste Nicolas Chalon s'est posé la question suivante. Comment les formations font face aux défis écologiques? En introduction du dossier, il écrit qu'enseigner comme avant n'est désormais plus possible.
Il décrypte ensuite les initiatives mises en place par les étudiants, les écoles, mais aussi les entreprises pour prendre en compte les différents enjeux. On peut par exemple découvrir les changements de réflexes dans les écoles d'ingénieurs qui forment désormais les étudiants aux technologies low-tech, ou encore les compétences recherchées par les entreprises. À la recherche des cybercombattants de demain. Non, ce n'est pas le titre d'un nouveau film de science-fiction, mais celui du dernier dossier du Monde Campus. Dans celui-ci, les journalistes présentent les nouvelles formations qui se veulent plus ludiques et accessibles pour séduire les étudiants et faire face au manque de personnel dans le secteur de la cybersécurité. Pour l'étudiant, Agnès Millet s'est intéressée à ChatGPT et plus précisément aux modalités d'évaluation dans le supérieur pour déjouer cet outil basé sur l'intelligence artificielle. Dans son article, elle indique qu'il faudrait adapter les modalités d'évaluation face à ChatGPT et évoluer vers une évaluation axée sur les compétences. Les journalistes du Figaro étudiant, Jeanne Patureau et Emma Ferrand, se sont intéressés à l'engagement des étudiants et au risque de burn-out. Très mobilisés sur les différentes actions, les étudiants ne comptent pas leurs heures quand il s'agit de défendre une cause au point de faire un burn-out. À l'occasion d'une manifestation contre la réforme des retraites, elles ont été à la rencontre d'étudiants qui évoquent la difficulté de jongler entre leurs études, leur vie privée et les manifestations. Pour les EcoStart, la journaliste Laura Macari a mené l'enquête pour répondre à cette question. Peut-on encore s'épanouir dans une grande boîte? Stabilité, évolution, innovation. Elle a interrogé plusieurs profils qui partagent chacun leur point de vue sur les avantages et désavantages de travailler dans de grands groupes en comparaison avec des startups et des PME. La journaliste explique que embaucher les jeunes diplômés prometteurs et surtout les fidéliser est un enjeu majeur pour les grands groupes. Et pour conclure cette revue de presse, focus sur un article de Studyrama qui s'est intéressé au Challenge Ecricom 2023, un des plus importants événements sportifs étudiants de France. Durant 3 jours, 7 délégations représentant les grandes écoles de management du concours Ecricom se sont affrontées à Rennes autour de 8 sports. Vous voulez savoir qui a gagné? Je vous invite à lire l'article pour découvrir quelles écoles ont remporté le trophée sportif, le trophée du fair play, mais aussi le trophée de l'ambiance. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et ce n'est déjà pas si mal. À bientôt pour une nouvelle revue de presse. Et nous terminons l'émission, comme à l'accoutumée, avec un invité qui vient parler de son actu. Et nous recevons donc aujourd'hui, pour passer le petit oral, Flora Marchetto. Flora, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de projet marketing pour l'école d'art culinaire Cordon Bleu. Et vous lancez un nouveau podcast qui permet de mettre en avant des chefs. Et j'aimerais que vous nous en parliez. Alors, A Tasteful Story, c'est un podcast qu'on a lancé récemment. On avait envie de donner la parole à nos anciens étudiants et à nos alumni pour parler de leur parcours parce qu'on n'a pas seulement des chefs, on a aussi d'autres types de métiers, journalistes, des entrepreneurs, des photographes. Et là, du coup, on leur donne la parole pour qu'ils puissent présenter leur parcours depuis le Cordon Bleu jusqu'à aujourd'hui, ce qu'ils font et pourquoi ils ont décidé de se lancer dans leur passion. Alors, la particularité, c'est que vous n'avez pas que des profils franco-français. Vous avez interrogé toute une série d'anciens et de collaborateurs de l'école qui sont à travers le monde. Exact. On a déjà à l'Institut plus d'une centaine de nationalités chaque année. Et du coup, on a voulu représenter au plus proche de la réalité le panaché de nos étudiants et de nos diplômés. Donc là, on a un peu de toutes les nationalités. Le premier épisode, on a Johanna qui est roumaine. Ensuite, on a Thomas qui est anglo-saxon et anglo-américain. Et ensuite, on aura d'autres nationalités d'un peu partout. Et voilà. Et surtout, tous les diplômes, on a de la cuisine, de la pâtisserie, de la boulangerie et aussi de l'œnologie. Alors, on est bien d'accord que ce n'est pas des podcasts de cuisine, ce n'est pas des podcasts de recettes, c'est des retours d'expérience, c'est comment ils ont construit leur histoire? C'est pourquoi ils ont choisi leur passion comme métier, pourquoi ils sont arrivés au Cordon Bleu, comment ils ont vécu leur expérience et aujourd'hui où ils en sont, ce qu'ils font, comment ils vivent de leur métier et ce qu'ils font tous les jours. Alors, comment allez-vous faire vivre ce podcast? Où c'est qu'on va pouvoir le découvrir? Où est-ce qu'on va pouvoir le découvrir, pardon? Quels vont être vos canaux de diffusion? Il est disponible sur toutes les plateformes de diffusion podcast, Apple, Deezer, Google, Spotify, etc. On le relaie bien évidemment sur tous nos réseaux sociaux, on est partout présent. Et donc tous nos étudiants évidemment l'écoutent et voilà, tous les étudiants aussi des autres Cordons Bleus parce qu'il y a une trentaine d'instituts dans le monde. Donc on a vraiment cet ADN international et on espère inspirer aussi nos étudiants actuels et nos prochains étudiants en leur donnant des idées de parcours et en les poussant à se lancer parce que certains de nos étudiants qui ont participé à ce podcast sont des reconversions professionnelles. Donc par exemple, Johanna a travaillé quasi 20 ans dans la finance et aujourd'hui s'est lancée dans la pâtisserie. Donc, ce sont des exemples que les auditeurs pourront suivre. C'est ça l'idée, créer des vocations, décomplexer peut-être l'accès à vos métiers? Exactement, et puis c'est aussi présenter d'autres types de métiers. On n'a pas que des chefs, comme je vous le disais. Donc c'est présenter des vocations, des parcours et différents types de profils.
Merci beaucoup Flora, belle initiative. On essaiera de tous d'aller se connecter pour découvrir ces portraits. En tout cas, bravo. Merci beaucoup et belle écoute. Messieurs, dames, il est temps de vous quitter. Ben, Sandrine, Benoît, Émilie, merci encore d'avoir participé à cet épisode de Come Together. Et quant à moi, il me reste à vous dire à très vite pour un nouvel épisode. Bye bye.